Alors, quelque chose qui était très attendu, c'était des clients qui avaient besoin en fait de créer des tickets dans GitHub depuis un autre portail, depuis une autre appli, mais ils avaient surtout besoin de remplir ce qui s'appelle des modèles de requêtes. Aujourd'hui, on peut définir pour certains services des modèles de requêtes, donc des champs spécifiques à ajouter si on crée une demande sur un service particulier, un sous-service particulier. Et ben avant, on ne pouvait pas le faire depuis notre application parce que notre API REST ne le permettait pas. Et ben maintenant, en 3.1, c'est possible. Donc on peut interroger, enfin, on peut créer des modèles de requêtes via GitHub, enfin des tickets des modèles de requêtes via une API, pardon, mais on peut aussi les interroger pour, si on en a besoin pour d'autres choses. Par exemple, bah, si j'ai un modèle de requête pour les nouvelles VM et que j'ai un script qui tous les soirs vient checker ces tickets pour créer automatiquement mes VM dans un système à côté, bah, je vais pouvoir regarder combien il a besoin de CPU, combien il a besoin de RAM, quel OS il veut. Et du coup, ça fonctionnera nativement dans GitHub. Donc ça, c'était très attendu par nos clients. Je pense qu'il y avait une vingtaine ici de clients qui l'avaient demandé, et encore, on ne les connaît pas tous. Alors, vous vous doutez bien que je ne vais pas vous montrer du code qui appelle les API REST. Je vais quand même vous montrer ce dont a parlé Alexandre, un de nos partenaires Thomas, qui a utilisé l'API REST pour créer des tickets via l'API avec des, des modèles de requêtes. Et donc, vous voyez qu'ici, il a pu créer un ticket programmatiquement, donc je vous demande de me faire confiance, avec tout un tas d'attributs supplémentaires qui étaient demandés, sans avoir à saisir l'information manuellement dans GitHub. Et du coup, tout le fonctionnement de modèle de requête ensuite marche, c'est-à-dire qu'ici, on a piloté le journal en stockant les informations. Si dans le cycle de vie, vous n'avez pas bridé le système, je peux encore aller potentiellement les modifier. Donc, on va dire que tout le comportement du modèle de requête marche comme si vous étiez un utilisateur, sauf qu'on va pouvoir le piloter de manière complètement programmatique. Deuxième point qui était demandé, c'était comment adapter les notifications à la langue du destinataire. Donc aujourd'hui, on savait qu'on pouvait écrire différentes notifications, une en anglais, une en français. Par contre, il y avait des données qui n'étaient pas traduites. Donc, ce que j'ai écrit moi, tapé à la main, ça, GitHub, il ne saura jamais le traduire. Par contre, il y a des choses qui sont déjà localisées dans GitHub et que je pourrais traduire. Ben, ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place avec la possibilité de choisir une langue pour la notification. Donc à ce moment-là, les listes énumérées et les dates seront transformées au format ou à la langue que vous aurez choisi dans la notification. Donc il faudra toujours créer plusieurs notifications, faire des OQL qui vont bien pour dire à quelle personne on envoie cette notification. Aujourd'hui dans GitHub, la langue, je rappelle, elle est stockée dans le user. On sait que certains clients dépassent la langue dans la personne plutôt que dans le user. Ça, après, en fonction de vos choix, vous saurez écrire l'OQL qui veut. Deuxième chose qui nous était demandé, c'est dans les contacts, on a une possibilité de mettre notification oui ou non si je veux les recevoir ou pas. Mais en standard, GitHub, il les envoie que j'ai mis oui ou non. Et du coup, dans les notifications, on a ajouté un nouveau champ qui s'appelle ignorer la référence de notification, qui vous évitera d'écrire des OQL complexes pour dire que vous prenez en compte ou pas la notification. Et vous restez dans le format standard. Par défaut, ça va rester dans ce qui se faisait avant. Donc par défaut, on ignore la préférence, on reste avant. Et vous avez remarqué qu'on a rajouté un petit tooltip pour aider l'utilisateur à choisir la bonne valeur. Donc on a vraiment fait un travail là-dessus. Erwan vous en parlera. Comment être notifié à la fin d'une licence, d'une garantie, d'un contrat de maintenance? Quel est le nombre de personnes qui un jour a eu un certificat qui a expiré? Ah, mais c'était machin qui devait le commander, il n'était pas là, on a oublié, on ne savait pas, et tout ça. Et du coup, dans GitHub, avec l'extension Notify on Expiration qui est intégrée dans les produits, dans la pro, et vous allez pouvoir configurer une règle de préavis sur un attribut ou avec une requête UQL. Donc ça, vous allez pouvoir le faire sur toutes les classes où il y a un attribut date. Donc par exemple, ici, je suis sur une licence. Je vais pouvoir dire, je veux créer une règle de préavis sur quand la date de fin de licence est dans 20 jours, par exemple. Mais je peux aussi définir de le faire par OQL, en disant si ma requête est plus complexe. Et à ce moment-là, je vais pouvoir configurer un trigger sur cette règle de préavis et les notifications qui vont avec. Je peux faire plusieurs règles de préavis sur la même classe et sur la même date, puisque effectivement, je pourrais avoir une première notif qui est dire attention, ça va expirer dans un mois, et puis donc là plutôt warning, et après 15 jours avant, une deuxième notif, donc un deuxième préavis,
où là, on va dire, attention, là, ça devient vraiment urgent, on risque de bloquer les systèmes. Autre question qu'on se pose, dans eTop, on met des fichiers, on met des pièces jointes, on ne sait pas trop si elles sont utilisées ou pas. Eh ben, on a ajouté dans eTop un compteur sur les téléchargements de fichiers. Donc là, on voit dans l'exemple, il a été chargé une fois. Et puis, on va pouvoir avoir un déclencheur sur le téléchargement. On peut vouloir que quelqu'un soit notifié à chaque fois que le fichier est téléchargé. Attention, il y a une petite limitation. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas dans le portail. On va travailler sur cette amélioration plus tard. Donc, si je regarde les notifications par mail et que je vais regarder, par exemple, l'affectation à une équipe ici, bah, la première chose qu'on a essayé de faire, notamment a fait Vincent, c'est de mettre des tooltips sur les différents attributs pour donner de l'information documentaire. On a souvent des questions, ah mais la doc, on la lit pas, c'est normal, hein, c'est pas fait pour être lu, sinon on n'y passerait pas autant de temps. Mais du coup ici, on va avoir tout un tas de caractéristiques qui vont permettre de définir le message. Alors on a un petit truc à régler, c'est quand on va dessus, ça disparaît, donc pour faire des copier-coller, c'est bof. C'est un peu vu à la dernière minute. Voilà, on va pouvoir réexpliquer des choses, on va expliquer au niveau de la langue comment ça fonctionne, etc. etc. Comme on vous l'a dit, on a rajouté un attribut langue correspondant aux différentes langues qui existent dans eTop. Je ne vais pas creuser le sujet parce qu'il y a tout un tuto qui va expliquer ça, mais on va pouvoir aussi mettre des modèles HTML pour structurer le message qui est envoyé, okay, avec des choses beaucoup plus jolies stylistiquement parlant. Et comme le disait Alexandre tout à l'heure, on va pouvoir utiliser la préférence de notification ici. OK ? On a changé l'affichage pour que la partie message concernant le contenu soit à gauche, les cibles, c'est-à-dire les gens qu'on va notifier, soient à droite. Et comme vous pouvez le voir ici, on a mis directement dans la fiche propriété, plutôt que dans un onglet, le côté affectation. Okay, donc, quel déclencheur va déclencher cette notification? Et si j'édite la notification ici, voilà, on va retrouver les différents éléments. Et vous voyez qu'ici, dans la partie déclencheur, on va retrouver tous les déclencheurs qui ont été préparamétrés. On peut même en créer un à la volée si on est autorisé à le faire. Et donc ici, on voit le nom du déclencheur et le type du déclencheur. On retrouve nos noms complémentaires qui permettent d'avoir un peu plus d'informations pour choisir. Voilà. Toutes vos notifications que vous avez mis en place fonctionnent comme avant. Les déclencheurs, etc. On a juste changé la partie affichage. Voilà. Et donc, on est en train de travailler aussi, pareil, sur la partie aperçu pour ceux qui auront utilisé un modèle ou pas. Bon, on voit l'aperçu de la notification. Donc voilà, grosso modo, c'est pas forcément très très beau, mais voilà le genre d'information qui serait envoyée, ce qui vous permet de valider la tête qu'aura le mail. Alors attention, petit bémol, hein, l'interprétation des modèles et des styles peut varier d'un client mail à un autre. Il y en a même qui s'amusent à tout enlever avant de vous afficher le mail. Voilà. Un problème qui venait souvent aussi, comment je vais pouvoir aider un utilisateur qui a un problème dans eTop? Par exemple, moi je suis administrateur eTop, et puis j'ai quelqu'un du service desk qui me dit, mais il y a mon voisin qui me dit d'aller voir tel objet, mais moi je le vois pas. Donc on sait pas comment aller. Ou par exemple, j'arrive pas à créer un dashboard, est-ce que tu pourrais m'en créer un? Et ben on a mis en place une fonctionnalité qui nous permet de se substituer à l'utilisateur. Donc si j'ai les droits qui le permettent, par exemple ici je vais me faire remplacer Awantaloc. Je vais avoir un bouton qui me permet de me connecter avec ces droits utilisateurs. Donc je vais rester dans la console, mais je vais être comme si j'étais connecté avec Awantaloc. Donc en bas à gauche, je vois que j'aurai un message qui me dit attention, vous émulez un autre utilisateur. Donc je vais naviguer avec ces droits utilisateurs. Bien sûr, je ne peux pas faire avec un utilisateur qui a des droits supérieurs à moi, hein, sinon ce serait trop facile. Et à ce moment-là, je vais pouvoir faire des modifications pour lui ou vérifier des choses. Si je fais des modifications, ce sera bien marqué que c'est Alexandre Zana qui a fait la modification et qui s'est fait passer pour Awantaloc, le coquin. Mais en tout cas, on le saura. On trouvera qui est le fautif. Je peux faire ça pour des utilisateurs console et des utilisateurs portail. Il y a une petite limitation dans le portail, c'est que ici, si je suis en utilisateur console, je vais pouvoir cliquer et revenir en utilisateur sans me déconnecter. Si je suis dans le portail, il va falloir que je me déconnecte d'eTop quand je veux sortir et que je me reconnecte ensuite. Donc ça, bien pratique pour les gens qui supportent eTop. Nous, on s'en sert déjà chez Combodo
Vincent, qui est notre administrateur e-top, surtout qu'il a fait plein de modifications sur les droits ces derniers temps, et ben ça lui permet de débugger les modifications qu'il a faites. Au niveau de l'analyse des logs, on avait les fichiers de log, on avait amélioré ça au cours des années, mais c'était pas très ergonomique. Donc là, c'est encore Benji, le dernier développeur arrivé, ou l'avant-dernier, qui nous a ajouté quelques options. Donc un panneau d'historique à droite, des badges par niveau de log, donc on pourra afficher que certains niveaux de log, par exemple que les erreurs ou des choses comme ça. On peut aussi faire des regroupements, donc regrouper sur l'erreur qui revient souvent, comme ça on sait combien de fois elle arrive et on se dit si ça fait 20 fois en un mois, il faut peut-être aller voir quelque chose. On va pouvoir filtrer sur les canaux qu'on veut afficher. Et puis, on va pouvoir purger ces fichiers de log, puisqu'il y a par défaut en place une rotation tous les mois. Mais des fois, un mois sur les grosses bases de données, sur les gros environnements, il y a peut-être pas mal de logs qui sont stockés. Donc, on va pouvoir paramétrer une purge de ces fichiers. Donc, nettoyer les fichiers de plus d'un an, des choses comme ça. Donc, on a essayé de changer la manière d'interagir, notamment d'accéder à l'historique. Donc, vous voyez ici, j'ai mon fichier de log actuel. J'ai mon fichier de log, par exemple, du mois de mai. Mon fichier de log du mois de mai, j'ai beaucoup d'entrées. C'est pas forcément agréable à lire. Là, c'est notre machine de démo, donc avec tous les messages d'erreur qu'on avait pendant les périodes alpha et bêta. Ben, à un moment donné, en tant qu'administrateur, moi, je vais pouvoir ici regrouper et me focaliser sur les messages qui reviennent souvent. Donc, vous voyez que, par exemple, on avait cette erreur-là, incompréhensible pour le commun des mortels, mais je sais qu'elle est arrivée 111 fois, et donc je vais quand même me dire que là, il y a quelque chose qu'il faudrait creuser. Je vais pouvoir filtrer en fonction des canaux, donc soit via les boutons qui sont en haut ici, donc différents canaux de log, en fonction des niveaux, warning, OK, etc., ou même faire une recherche directement dans mes messages. Je peux dégrouper les informations qui sont ici, je peux télécharger le fichier que je suis en train de regarder, je peux également le supprimer, donc ça, tous les mécanismes de purge manuelle qu'on avait avant existent toujours. Je peux le regarder de manière globale, donc tout ce que vous aviez avant, par exemple, je veux tout supprimer, je ne vais pas le faire pour la démo de jeudi, mais là je peux aller tout supprimer, tout télécharger, je peux tout récupérer sur ma machine, okay. Et ici je vais pouvoir voir, ça c'est un point qui était important, quelle configuration j'ai mis en place. Donc plutôt que d'aller voir le fichier de conf et de comprendre comment mon fichier de conf est paramétré, bah là je peux voir les différents niveaux de log qu'on a mis en place. Est-ce que la purge est active? Donc là c'est une nouvelle fonctionnalité 3.1. Avant on faisait de la rotation de log mais on ne purgeait pas. Donc on a eu pas mal de retours là-dessus. Donc là maintenant je peux paramétrer la purge. Attention, par défaut elle ne l'est pas. Et je peux définir combien de temps je garde mes logs. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Si un fichier n'est pas modifié pendant 365 jours, j'irai le supprimer. Okay, donc par défaut, c'est inactive. Et si vous l'activez, vous aurez 365 jours. Et vous allez pouvoir changer les informations. Donc voilà une amélioration qu'on a mise en place. Alors c'est sûr que c'est pas tout le monde qui utilise cette partie-là, mais ça permet quand même de mieux gérer, et ça permet aussi à nos équipes de support chez nous d'interagir avec vous, donc de récupérer les infos s'il y a besoin. Un autre point qui revenait souvent, c'est en termes de sécurité, on souhaite que les utilisateurs changent leur mot de passe régulièrement. Donc on avait permis cette possibilité dans e-top depuis la 3.0 ou la 2.7, je ne sais plus, mais en tout cas on n'avait pas développé l'extension qui permettait de le faire, il fallait que les gens développent leur propre extension. Et ben dans la 3.1, on a intégré cette extension. Donc vous allez pouvoir utiliser des règles de validation des mots de passe. Il y a 4 options possibles. Durée limitée, et vous allez paramétrer dans le fichier de conf quelle est la durée limitée pour un utilisateur sur son mot de passe, par exemple 3 mois ou quelque chose comme ça. Permanente, l'utilisateur n'aura pas à changer son mot de passe. À changer à la prochaine connexion, à ce moment-là, quand l'utilisateur va se connecter, il va changer son mot de passe, et du coup après il va passer dans le statut durée limitée. S'il y a un paramétrage qui est défini, la durée limitée, ça s'appelle du paramétrage. S'il n'y a pas de paramétrage, ben, il n'aura pas de notification, enfin il n'aura pas à changer son mot de passe. Et puis usage unique, c'est quelque chose qui est plus réservé aux applications, parce que c'est quelque chose qui va servir qu'une seule fois et qu'on ne peut pas régénérer. Sur les derniers points d'admin, ce sont assez techniques. Je vais laisser Arwan faire la présentation et la démo s'il a besoin après, mais je préfère qu'il parle avec les mots qui correspondent aux besoins.
Oui, donc point important, il y a déjà certains clients et on les en remercie qui utilisaient une nouvelle extension donc qu'on appelle Hybrid Hot et qui en gros permet de configurer de l'authentification en utilisant OpenID et parfois OAuth. En gros, ça permet de s'interfacer avec des systèmes, on va dire, tiers, souvent extérieurs à l'entreprise, Facebook, Google, voire potentiellement Microsoft Graph, si vous avez délégué l'authentification sur vos plateformes Azure. Donc ça s'intègre dans la mire de login comme SAML ou autre. C'est la même logique que ce qu'on avait mis en place déjà dans la version 3.0 d'ITOP, à savoir qu'on peut mixer les modes d'authentification. Vous voyez que là, sur la copie d'écran, on a l'authentification SAML, qui est un module à part, l'authentification Google et l'authentification Microsoft Graph. On est par défaut dans la configuration mono-serveur. Alors, il y a plein de manières de configurer le SSO et de mettre en place des contournements par rapport à ça. Et on peut mixer avec une authentification interne également. Je ne vais pas revenir sur toute la configuration et les explications de l'authentification externe, mais grosso modo, en fonction du paramétrage que vous mettrez dans ITOP, ça peut être aussi le mode d'authentification par défaut. L'un des intérêts de cette extension, c'est qu'on s'appuie sur une librairie qui fait déjà le travail, entre guillemets, pour un certain nombre de fournisseurs d'identité, donc Google, Facebook, GitHub, Microsoft Graph. Ça nécessite pas mal de compétences et de connaissances sur le système tiers. Nous, on permet de s'y interfacer. Si vous ne connaissez pas Microsoft Graph ou Google, n'essayez pas de le configurer. Et l'intérêt de ces fournisseurs d'identité, c'est que certains, en plus de gérer l'authentification, donc valider, on va dire, votre mot de passe, vont permettre aussi de faire du provisioning automatique. Donc, par exemple, avec Google, on va pouvoir configurer ce mécanisme-là pour que ça crée automatiquement un contact dans ITOP en plus de l'utilisateur et que ça lui associe un profil par défaut. Par exemple, portal user. Donc, c'est vrai que la partie Google peut être intéressante pour tous ceux qui interagissent avec du public externe. Facebook, je l'imagine moins, mais on ne sait jamais. Mais pour Google, c'est vrai que si vous paramétrez un serveur Google qui reconnaît les gens, vous pourrez créer automatiquement des contacts externes dans ITOP, identifiés avec l'authentification Google. Voilà, donc c'est dans la continuité de ce qu'on avait fait avec SAML, et ça fonctionne très bien. Ensuite, deuxième chose, là je parlais plus d'intégration. Aujourd'hui, que ce soit pour les API REST, les API d'import ou d'export quand on les utilise en mode commande en ligne ou script, il fallait fournir un utilisateur et un mot de passe. Or, les standards du marché de plus en plus vont utiliser ce qu'on appelle des tokens. Donc, ce qu'on a fait dans ITOP, qu'on utilisait déjà, si mes souvenirs sont bons, avec les extensions Talk ou Intercom, Talk.io ou Intercom, c'est d'avoir un utilisateur de type applicatif. Donc, c'est un utilisateur qui n'a pas de login et de mot de passe. Il a une clé d'authentification, ce qu'on appelle une token d'authentification, qui, comme vous le voyez, est relativement complexe. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques pour ceux qui ne sont pas développeurs. En gros, cette clé, elle est visible une fois, il faut l'enregistrer quelque part, ensuite, on ne la retrouve pas. On peut la régénérer, bien évidemment. Et elle va permettre à quelqu'un qui va utiliser, par exemple, l'API REST, d'interfacer ITOP avec une autre API. Donc, plutôt que de donner un login et un mot de passe à mon ami ServiceNow pour qu'il vienne créer des tickets dans ITOP, je vais lui fournir, par exemple, cette token-là pour qu'il utilise les webhooks de ServiceNow. Deuxième usage, c'est une token personnelle. Donc là, je vous ai montré une token de type applicatif. Un deuxième usage, c'est de pouvoir associer une clé à un utilisateur. Donc, par exemple, j'ai mon utilisateur qui a le login erwantalok@combodo.com. C'est un utilisateur, par exemple, SSO. Aujourd'hui, on avait une problématique. En SSO, je ne peux pas faire un appel à l'API REST. Or, moi, j'aimerais bien faire un beau rapport Power BI avec plein de graphiques dans tous les sens, et je ne veux pas avoir un deuxième login. Ce qu'on va pouvoir faire avec ces tokens personnels, et ce n'est qu'un exemple d'usage, c'est qu'on va pouvoir associer une clé d'accès à quelqu'un, définir le périmètre d'utilisation, donc c'est les différents types de services web que l'on a,
l'export, l'API REST, etc. Il va donc du coup pouvoir utiliser cette token pour interagir avec ETOP de manière programmatique. Donc un des usages intéressants, et on va faire évoluer, si ce n'est pas déjà fait, les tutos à ce sujet-là, c'est de pouvoir utiliser par exemple Power BI ou Excel en utilisant cette token. C'est pas super intuitif pour un non-informaticien, mais un administrateur peut le préparamétrer. Et du coup, ensuite, on pourra récupérer l'information d'ETOP sans avoir à créer un deuxième compte. Donc, gardez en tête, voilà, le message, c'est que pour tous ceux qui auraient un ETOP en mode authentification externe basé sur SSO, bah, vous allez pouvoir maintenant, si bien sûr vos administrateurs vous en donnent le droit, d'interagir avec ETOP sans avoir un deuxième compte. Voilà, et notamment avec Power BI, c'est vraiment super intéressant, et y compris avec Excel. Je vais juste vous montrer rapidement comment se configurent ce qu'on appelle les jetons ou les tokens en anglais. Donc, par exemple, ici, j'ai un jeton associé à un utilisateur. Donc, je vais quitter la modification qu'il y a ici. Voilà. Donc, c'est par exemple moi pour piloter Power BI. L'administrateur aura associé un jeton individuel à mon compte, ce qui fait que si je fais des appels d'un livre des requêtes via Power BI, comme on vous l'a montré tout à l'heure, je serai enregistré comme utilisateur de cette requête. Par contre, pour me connecter, mon compte utilisateur, je vais vous le montrer ici, n'a pas forcément de profil pour utiliser les API REST ou autre chose. Mais par contre, dans mon jeton ici, je vais pouvoir définir quel est le périmètre d'utilisation de ce jeton. Donc par défaut, j'ai mis juste les exports pour pouvoir l'utiliser dans Power BI, mais je pourrais très bien rajouter le moteur de synchro si on voulait utiliser ce jeton pour faire un collecteur, des imports, c'est assez rare que les gens utilisent l'API d'import en mode commande en ligne, mais pourquoi pas, ou l'API REST. Et l'intérêt, c'est que si là je donne le jeton avec le périmètre API REST, je ne serai pas obligé de donner à l'utilisateur le droit REST. Donc, ce n'est pas une faille de sécurité, c'est moi, administrateur, j'autorise cet utilisateur via ce jeton à faire des appels REST. Et je peux le désactiver à n'importe quel moment et surtout avoir une date d'expiration. Imaginons que vous ayez un développeur qui veut tester quelque chose avant de mettre en place une appli. Je lui donnerai du coup le droit REST, sa clé, son jeton, hein, c'est pas son compte qui aura accès, et je lui dirai, bah, tu as jusqu'au 30 septembre pour faire tes tests. Ensuite, ça ne marchera plus. Voilà, donc c'est, on va dire, des usages assez classiques et standards pour les gens qui font de l'intégration entre applications, et ça va nous permettre d'interagir avec ETOP de manière un peu plus classique sans avoir à donner un login et un mot de passe. Donc oui, effectivement, on a le droit de faire tout ce que fait l'utilisateur. Et comme j'ai montré tout à l'heure, quand ce sera substitué dans les logs, il y aura bien marqué que c'est Alexandre Zana qui l'a fait sous Erwan Talok, sous le nom d'Erwan Talok. Et du coup, on ne peut pas faire plus que ce qu'il a le droit de faire. Voilà. Donc il y a beaucoup de demandes d'évolution autour de cette fonctionnalité. On est limité techniquement, c'est assez complexe techniquement. Donc on a des projets dans les profondeurs d'ETOP d'améliorer la technique qui nous permettrait peut-être à terme de vraiment faire quelque chose de plus gros, en fait, de plus élargi comme possibilité autour des modèles de requête. Donc on ne met pas trop d'énergie là-dessus aujourd'hui parce que c'est complexe. On préfère traiter le fond d'ETOP d'abord, on ne sait pas à quelle échéance, mais pour permettre après qu'on puisse vraiment développer plein de choses autour des modèles de requête. Donc il y a je sais pas, une trentaine d'évolutions tracées, mais aujourd'hui, on ne pousse pas trop d'efforts là-dessus pour ne pas générer de la dette technique et des choses qui sont immatenables. En fait. En gros, pour résumer, il faut qu'on change des choses dans les couches basses d'ETOP pour que ce que l'on fait dans la console, dans les différents attributs dans le modèle de données soit cohérent, que ce soit des modèles de requête ou pas. Donc pour l'instant, on attend la fin de ces chantiers-là. Et comme ce sont des chantiers qui impactent énormément de choses dans ETOP, on n'a pas encore de
de date d'échéance. On ne veut pas que les releases ou la roadmap dépendent d'un chantier dont on ne connaît pas la fin. Oui, Oui, si oui. vous savez dans un OQL comment vous différenciez les choses, vous pourriez différencier les notifications par service. C'est les filtres sur les déclencheurs. Donc, on peut très bien activer un déclencheur pour certains services et donc le lier à une notification particulière et mettre un filtre sur un autre déclencheur du même type pour d'autres services. Exemple tout bête, je veux déclencher une notification d'un certain type pour les services d'infogérance, paramétrage du filtre sur le déclencheur, et j'ai potentiellement un autre déclencheur avec un autre fil pour les autres notifications, par exemple celle du service desk.